Alors aujourd'hui, c'est une formule, différente, une formule à distance, du podcast, Parents sur mesure, pour la simple et bonne raison que mon invité, vit au Saguenay et je voulais tellement la recevoir que, hein, au début, là, j'ai tout essayé pour essayer de la voir en vrai. Je voulais vraiment qu'on puisse le faire en présence. Finalement, j'ai flanché. Je me suis dit: «On laisse tomber le présence, puis on y va à distance» parce que le sujet est un sujet qui m'intéresse, beaucoup, qui touche, beaucoup de familles, beaucoup de parents et c'est aussi un sujet, je pense, qui a besoin d'être démystifié, mieux compris, parce qu'il y a plein de mythes, il y a un peu de flou autour de ça et je pense qu'il y a beaucoup de choses, à dire et à faire autour de cette thématique-là et j'ai choisi l'aliénation parentale, Mmh. et mon invitée aujourd'hui, c'est Cynthia Girard. Merci Cynthia d'avoir, accepté mon invitation. Mais ça me fait vraiment plaisir, Ève-Marie. Je suis vraiment contente d'être là. Qui sait, peut-être que une prochaine fois, on réussira à trouver une date commune pour être en présentiel, mais au moins, on va pouvoir faire bénéficier les gens quand même du contenu en Oui, étant à distance, en souhaitant que ce soit tout autant pertinent, ce que je pense que ce sera. je j'ai pas de doute. Cynthia, tu es psychoéducatrice, médiatrice familiale et psychothérapeute. Tu travailles autant auprès des gens en présentiel, comme on dit, et maintenant aussi en virtuel. Tu as des clients un peu partout au Ouais, Québec. oui, même certains aussi, en fait, quand même en France, dans d'autres francophonies, là, en fait, parce que les séparations conflictuelles, c'est pas juste ici au Québec, Bien sûr. effectivement. Quand c'est difficile. Donc, oui, je suis habilitée à faire les 2, absolument. Puis tu as aussi un balado qui s'appelle Corsé, Ouais, où les gens peuvent te découvrir et entendre parler de de ce tout que ce tu qui fais aussi. concerne le sujet de la coparentalité, de la communication coparentale, qu'on soit en couple ou qu'on soit séparés, ou qu'on Mhm. soit en famille recomposée. Même certains intervenants, avocats, juristes, psychosociaux, des fois, en fait, vont aussi me donner des commentaires sur mon balado parce que ça, tu sais, je donne plusieurs astuces, je donne plusieurs stratégies, on aborde plein de sujets. Je reçois des invités, en fait, aussi, comme toi, tu le fais, mais pour parler de mieux comprendre, justement, la réalité, en fait, des familles, des fois, qui sont séparées. Mhm. J'aimerais ça qu'on commence, que tu nous expliques c'est quoi l'aliénation parentale et qu'est-ce que ce n'est pas aussi? Tu sais, que tu éclaires Ouais. un peu. Allez, on commence directement dans le vif du sujet. Marie, ce thème-là, en fait, l'aliénation parentale, c'est un thème qui est très chaud, qui est très controversé, et c'est un thème qui est très galvaudé, en fait, Mmh. aussi. Quand des gens, des fois, me contactent puis me disent: «Ah, moi, je vis de l'aliénation parentale». OK, ça fait combien de temps que tu as pas vu tes enfants? Mais je l'ai en garde partagée, une semaine, une semaine. OK, on n'est peut-être pas, en fait, dans une situation d'aliénation parentale qu'on va dire complétée. L'aliénation parentale, on peut le voir, en fait, comme un spectre. Et il y a des endroits dans le monde, en fait, où est-ce que ce terme-là est même pas utilisable, en fait, qu'il n'est pas reconnu parce que, je vais t'en parler, en fait, tantôt, mais il y a des grandes distinctions à faire entre une dynamique d'aliénation parentale, qu'on va dire plus pure, versus une situation de violence conjugale Mmh. post-séparation, où Ouais. est-ce que l'auteur peut utiliser effectivement des allégations de son ex-partenaire pour maintenir finalement en fait l'emprise. Fait qu'on est dans d'autres choses à ce moment-là. Mais l'aliénation parentale, la définition que le premier auteur qui en avait un peu parlé, en fait, qui l'a vraiment mis davantage, là, en fait, Gardner, elle n'est plus reconnue nécessairement, elle n'est pas retenue parce qu'avant, c'est comme si qu'on se disait que l'aliénation parentale, c'était un seul parent, tu sais, qui était la personne qui brainwash l'enfant, Mmh. puis l'autre parent avait comme absolument rien à se reprocher. Ouais, il y avait Plus comme les le parent études aliénant et le parent et le parent aliéné, puis aliéné, c'était ça, exact. là. Ouais. Absolument, absolument. Fait que, tu sais, moi, déjà là, on va parler du parent au comportement aliénant, puis on va parler du parent rejeté.
Mais l'affaire, en fait, avec ça, puis c'est une des raisons pourquoi, en fait, l'aliénation parentale, ce n'est pas un diagnostic et ça ne le sera probablement jamais, que ça ne va pas rentrer dans la Bible des troubles mentaux, hein, le fameux DSM, en fait, qui Mhm. est utilisé par les spécialistes, parce que ça n'appartient pas à une personne. L'aliénation parentale, c'est une dynamique multifactorielle dont les membres de la famille souffrent. Donc, le parent au comportement aliénant a un profil, a sa part de responsabilité, bien entendu, beaucoup plus grande que l'autre parent, bien sûr, parce qu'il va adopter plusieurs comportements qui vont favoriser le conflit de loyauté. Fait qu'on va devoir se parler du conflit de loyauté tout à l'heure. Mhm. Mais le parent rejeté dans la littérature, ce qu'on observe, c'est qu'il est rarement complètement blanc. Des cas purs, là, purs, où est-ce que le parent rejeté réagit toujours comme il faut, qu'il n'y a absolument rien à se reprocher, qu'il ne fait jamais rien de pas correct, que ses interventions sont tout le temps on point avec un enfant. Excuse, là, mais vivre du rejet d'un enfant, c'est tough, hein, s'il vous plaît, là, au quotidien. Donc, les chances que je sois toujours ajustée dans mes interventions ben, sont plutôt rares, là. C'est difficile de maintenir ce cap-là. Donc, le parent rejeté a aussi sa part de responsabilité, quoique moindre quand même, mais va contribuer à la dynamique. Mhm. Et les enfants? Les enfants, on peut le voir, par exemple, dans une fratrie où est-ce qu'on va avoir un enfant qui, lui, va avoir une aliénation complétée, puis on va avoir un autre enfant dans la même fratrie qui ne sera pas du tout à la même place. Donc, les besoins de l'enfant, les besoins particuliers de l'enfant, le tempérament de l'enfant vont venir contribuer aussi, en fait, à cette fameuse dynamique familiale-là, en fait. Et quand tantôt, vous commencez à m'entendre, mais je parle d'aliénation complétée. Oui, Parce c'est ça, qu'en j'allais fait, te poser la question. parce qu'en fait, l'aliénation parentale, on peut le voir, en fait, comme étant la conséquence ultime du conflit de loyauté. Parce qu'il y a des enfants qui, en fait, l'enfant va essayer de, comment dire, de résister, en fait, à cette coupure. Mais le conflit de loyauté, qu'on va prendre le temps d'expliquer dans quelques secondes, il devient tellement souffrant à un moment que psychiquement, au niveau des mécanismes de défense de l'enfant, il va finir par couper un de ses, un de ses parents euh, pour préserver son équilibre psychique, mais aussi, en fait, parce que l'autre parent, justement, a contribué à ça. Donc, quand on est encore en maintien de relation, il y a encore des choses à faire. Même quand on a une rupture de lien, il y a des choses à faire. Mais il est certain que plus l'enfant grandit, plus l'enfant est âgé, je pense par exemple à un adolescent, Mhm. plus ça fait de temps qu'on n'a pas vu un parent, plus c'est difficile de faire une intervention et de réussir à des fois remettre en contact. Je veux pas être pessimiste, je veux pas être non plus irréaliste dans les attentes parce que ceux qui ont passé par là le disent bien, le témoignent bien. C'est toute une traversée. C'est vraiment Mhm. quelque chose de très, très difficile pour les familles. Donc, voilà, j'irai avec ça pour le moment. Si tu veux, je peux enchaîner avec la définition du conflit de loyauté pour qu'on comprenne Bien davantage aussi sûr, ça, mais absolument. peut-être que tu as le goût de rebondir sur d'autres choses avant. Ça va? J'ai plein de questions, mais vas-y, elles suivront. OK. Parce qu'effectivement, je pense que ça peut être vraiment bien de placer la définition aussi, le concept du conflit de loyauté, parce que le conflit de loyauté, il faut savoir que ça nous permet de survivre. OK? Le conflit de loyauté, c'est un concept qui nous permet en fait d'être attaché à quelque part en fait à ses parents. Si je suis loyal à mes parents, jadis, là, si je n'étais pas Mhm. collée au basket de mes parents, ben en fait, des personnes qui ont le plus de chances de me garder en vie. Donc, souvent, ce sont nos parents. Ben, si je n'étais pas collée à eux et que je rentrais pas dans la grotte en même temps qu'eux autres, je suis désolée, mais tu passais pas la nuit, là. Fait que tu avais Mhm. tout intérêt, en fait, à rester proche, en fait, d'eux.
Et dans tout ce qui est transgénérationnel, ben, on est très loyal, en fait, à notre système familial pour justement une question de survie, pour être en mesure de rester, en fait, auprès des siens, parce que c'est comme ça que ça nous permet le plus, justement, mais de rester en vie, finalement. Fait que c'est pour ça, des fois, que comme enfant, ben, des fois, on va tolérer beaucoup de choses, on va garder des secrets, on va prendre la peine de maman, on va s'occuper, en fait, des fois, de nos parents, ce qui est pas une bonne chose, là, en fait. On veut pas ça. Mhm. Mais dans le but de garder des relations avec, des fois, notre système pour y rester loyal, on est prêt à endurer bien des affaires comme enfant. Mais le conflit de loyauté, qu'est-ce qui se passe en fait avec ça? C'est que l'enfant se retrouve coincé entre deux personnes qu'il aime. Ça pourrait être maman-papa, mais ça pourrait être maman puis la nouvelle belle-mère. Ça pourrait être grand-maman puis papa. Bref, deux personnes significatives pour l'enfant. Ou est-ce que lorsque l'enfant va vers eux, ben là, l'autre, il réagit, il a de la peine. Ah, ben, t'as peu d'abord, je vais aller voir l'autre bord. Mais là, finalement, c'est l'autre bord, là, il est fâché. Mais là, je sais plus, en fait, qu'est-ce que je fais. Je sais plus, là, en fait, qui je dois croire, qu'est-ce que je dois penser. L'objectif de l'enfant, c'est pas de faire de la peine à personne. Les Mhm. enfants ont un grand désir de plaire à leurs parents. Donc, ils vont mettre parfois plein de comportements en fait en œuvre dans le but de maintenir ces relations-là. Hein. Un comportement typique que j'entends des fois des parents, c'est il nous fait des mensonges. Il ne fait pas des Mhm. mensonges. Il tricote un peu la vérité et la réalité dans le but de pouvoir maintenir des fois en fait ces relations. Sauf que à force d'être dans une situation où est-ce que je ne sais pas qui je dois choisir, que quand j'ai l'impression que j'en prends un, l'autre est déçu, l'autre a de la peine, mais ça devient à la longue invivable. Et c'est là où est-ce que des fois l'enfant va finir par Se ranger choisir d'un un camp, côté. se ranger Mhm. d'un côté, mais se ranger d'un côté, ça ne veut pas dire que c'est le meilleur parent. Mais non. Ça ne veut pas dire ça. C'est Parce juste que que des fois, j'imagine c'est moins souffrant à court terme ou en tout cas, ou est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est au ben, c'est parce que c'est hasard comme qu'ils une. font ça? Tu sais, Non, c'est pas au c'est hasard. ça. Ça va dépendre en fait des situations. Quand on est dans une situation justement d'aliénation, ben en fait, dans ce moment-là, souvent ce qu'on va observer, c'est que le parent qui est le plus souffrant, donc le parent au comportement aliénant, qui donc Mhm. est comme le plus fragilisé, Vulnérable, ouais. va devenir effectivement, c'est là où est-ce que l'enfant va comme se ranger parce que il a tellement peur de perdre l'amour de ce parent-là, en fait, aussi à quelque part, C'est qu'il va ça. il va se ranger de son côté. Dans le fond, l'aliénation parentale, à quelque part, c'est une forme de violence psychologique, là, en fait, là, au niveau des Mmh. mauvais traitements psychologiques chez un enfant. C'est ça, puis ce que je comprends, c'est que j'imagine que la plupart du temps, ça tu sais, quand tu dis les cas d'aliénation parentale, heu et même complétés sont plus rares. J'imagine qu'il y a beaucoup plus de violences psychologiques, tu sais, chez les gens que tu accompagnes, par exemple, que de réels Mais cas en fait, d'aliénation. non, Dis-moi? non, c'est ça, en fait, l'aliénation parentale, c'est une forme de violence psychologique. En fait, tu sais, que le Oui. parent, le parent au comportement aliénant va avoir plusieurs comportements qui vont favoriser justement le conflit de loyauté. Puis c'est là que l'enfant va être justement impacté de ça, justement, parce qu'il n'est pas libre de pouvoir aimer librement, justement, ses deux parents. Il n'est pas libre d'expression de soi. Il n'est pas libre de pouvoir vivre ses droits. Un enfant, ça a des droits. Puis un de ses droits, c'est d'avoir accès à des services, à des soins, à ses parents, d'avoir des contacts avec les gens qu'il aime. Puis quand un parent a des comportements aliénants, ben à ce moment-là, il brime ces droits-là, en fait, à l'enfant. Mmh. Oui, oui, absolument. Ce que je voulais dire, c'est que la violence psychologique englobe beaucoup plus de choses que l'aliénation parentale. Tu sais, ça, Oui, c'est oui, comme oui, oui, un ça pourrait être d'autres aspect, choses. Oui, oui, mais il y absolument. a, tu Mhm. sais, que ça peut se manifester de différentes Absolument, façons, puis, absolument, c'est absolument. ça. Ce qu'on remarque beaucoup plus, en fait, des fois, c'est qu'on va avoir des cas hybrides. Les cas hybrides, ce sont des situations où est-ce que les deux parents sont en conflit, ne s'entendent pas et ils vont adopter des comportements aliénants. Mmh. Ils vont adopter des comportements. C'est quoi la. Si on change, mettons qu'on va ailleurs, là, je vais t'amener dans un exemple, mettons,
au travail. OK? Un adulte qui est au travail, puis que son employeur, le lundi, lui dit que c'est le plus merveilleux des employés, puis que le mardi, lui dit que c'est vraiment pas un bon employé, puis que ça, tu répètes ça là, En boucle. en boucle, là, ben, ça devient aliénant parce que tu sais plus, Mhm. en fait, c'est quoi qui est vrai, c'est quoi qui est pas vrai. Donc, c'est un peu ça, en fait, tu sais, c'est de on pourra peut-être rentrer dans les comportements, justement, en fait, aliénants dans quelques minutes, si tu veux, mais les comportements qui vont Mhm. justement favoriser ce conflit de loyauté-là, qui va faire en sorte que l'enfant va être dans le brouillard, que l'enfant ne saura plus, en fait, à qui je peux faire confiance, et à qui je peux. C'est quoi la réelle vérité? Fait que l'enfant il devient comme en hypervigilance constamment, puis ça devient extrêmement souffrant par Mhm. rapport à ça. Et on observe beaucoup plus souvent ça, des situations d'hybrides où est-ce que les deux parents vont avoir des comportements qui vont avoir tu sais, qui vont favoriser le conflit de loyauté. Mais le portrait de l'enfant en situation où est-ce qu'on est dans un conflit sévère de séparation, par exemple, où est-ce que les parents ont des comportements qui favorisent le conflit de loyauté, l'enfant, il ne se manifestera pas de la même façon que dans un contexte d'aliénation. C'est ça, on pourra, ça aussi, OK. on peut le voir. Au même titre que dans un contexte de violence maintenant. Tu sais, quand on dit ce que ce n'est pas, dans une situation où est-ce qu'il y a de l'aliénation parentale, durant l'union, il n'y avait pas de problématique majeure. L'enfant avait une relation déjà, en fait, avec. Hein, puis on a tous des liens, OK? Des fois, même moi, là, dans certains balados que j'ai déjà dit, dans certaines affaires que j'ai déjà dit, je veux dire, je me forme au quotidien, je vais chercher tout le temps le plus possible la littérature par rapport à ça. Puis j'ai longtemps utilisé, tu sais, qu'il y avait une rupture de lien. Mais une rupture de lien, là, ça veut dire que tu n'as pas de lien avant. Alors que nos enfants sont liés à leurs parents dès la naissance. Et ça, même quand ils sont dans un contexte de grande adversité. Hein, si on Mhm. prend un enfant qui a un attachement désorganisé dans un contexte de négligence ou de violence, il va quand même s'attacher à son parent. Son attachement va être désorganisé, mais il va avoir quand même une forme d'attachement qui va être là parce que c'est la personne qui vous garde en vie. Mhm. Est-ce que ça va être sain? Pas nécessairement, mais est-ce qu'il va avoir une forme d'attachement? Oui. Donc, dans une situation où est-ce qu'on on a des liens avec nos parents, mais dans la relation, elle était présente. Le parent qui est rejeté, il y a- dans une situation où est-ce qu'il y a vraiment de l'aliénation, il y a pas de choses majeures, tu sais, qui étaient là. Il n'y a pas de parents parfaits, hein? Ça n'existe pas, des parents parfaits. Fait que ça se peut qu'ils étaient peut-être pas au niveau des méthodes éducatives tout le temps. Euh, je sais pas, mais j'allais pas dire. Mais tu sais, on n'était pas nécessairement dans la négligence, on n'était pas dans ça, parce que ça, Mhm. c'est une grande différence. Puis c'est là que ça va m'amener dans l'éloignement réaliste. Dans l'éloignement réaliste, où est-ce que là, on pourrait englober, par exemple, la violence, mais c'est que dans une situation où est-ce qu'on serait dans de l'aliénation, c'est qu'il n'y avait pas de raison qui pourrait amener l'éloignement de la relation. L'explication la plus logique est le comportement, les comportements aliénants de la part du parent qui a des comportements aliénants. Sauf que, comme j'expliquais tantôt, le parent rejeté va mettre en œuvre certains comportements qui vont venir corroborer. Tu sais, mettons exemple, le parent qui dit à son enfant que son parent il est dangereux, puis qu'il se fâche tout le temps, puis que là, mettons que l'enfant, il veut fuguer pour retourner l'autre bord, puis que le parent, il donne une conséquence sévère, puis qu'il le fâche, puis il se dysrégule, en fait. Là, il y a une réaction qui est, Mhm. mettons, qui serait pas adéquate, mais de par le fait qu'il est démuni face à la situation, ça excuse pas son comportement, mais ça fait quand même qu'on peut comprendre. Mais l'enfant, par exemple, se dit, ben, mon autre parent avait raison, regarde comment il réagit. Mhm. Fait que ça vient comme corroborer les pensées, en fait, tu sais, que l'autre parent. C'est là où est-ce que ça devient comme extrêmement mélangeant. Ouais. Puis c'est pour ça que des cas purs, ça existe pratiquement pas parce que on est des humains, là. Tu sais, fait que des fois, on va venir Mhm. on contribue à nos dynamiques, en fait, familiales, tu sais. Dans une situation d'éloignement réaliste, dont la violence, je vais aller, mais c'est que l'enfant a une raison valable. Je le mets entre guillemets ici, là, mais raison valable de s'éloigner ne veut pas dire couper une relation. Mhm. Couper une relation, là, c'est grave, là. Couper une relation, là, ça veut dire que il y a beaucoup de choses qui vont avoir été faites avant de se dire que ça va être la meilleure solution. Mais dans cette société que nous avons, parfois, on est vite sur la gâchette de passer au suivant. Je dis pas que c'est la réalité des enfants, mais
on a cette tendance à consommer beaucoup. Hein? J'aime pas ma job, change de job. Ça va pas bien avec mon chum, change de chum. Versus on va travailler la relation, on va travailler les bobos, on va travailler les enjeux. Dans une situation parent-enfant, couper une relation, ça a des impacts majeurs sur le développement de l'enfant. J'ai Mhm. besoin, pour grandir, d'introjecter à l'intérieur de moi, d'avoir à l'intérieur de moi une vision d'une mère, une vision d'un père ou de mes figures D'avoir significatives. différentes visions. Ouais. Exact. Parce que j'ai besoin de savoir d'où je viens pour être en mesure de savoir où est-ce que je m'en vais. L'adulte que je deviens est teinté de mes croyances et de ce que j'ai connu de mon histoire. Et si j'ai été coupée d'une partie de mon histoire, ben c'est sûr que ça peut avoir des impacts. Hein? Donc, dans des situations où, par exemple, on a un parent qui a une problématique de consommation qui serait non traitée, non reconnue, qui ne serait pas pris en charge, ben l'enfant, effectivement, peut-être que ne verra plus son parent. Sauf que si le parent s'occupe de lui, prend les moyens nécessaires, en fait, pour assurer la sécurité de son enfant, ben ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va arrêter la relation. Je prends un autre exemple, une situation où est-ce qu'on aurait un parent qui a un problème de santé mentale, qui lui aussi n'est pas traité, pas reconnu. Ben, ça se peut qu'effectivement, le temps que le parent avec la problématique s'occupe de sa problématique, qu'il y ait soit de la supervision de contact, soit qu'il y ait un arrêt de contact pendant un moment, mais l'objectif, c'est de pouvoir les ramener le plus possible Mhm. ensemble. Je donne un autre exemple, les familles recomposées. Les familles recomposées, là, quand mettons là, que je me rappelle un jeune garçon un jour qui a dit à son père, Papa, je veux plus venir chez vous. Pas parce que je t'aime pas parce que ta blonde, je l'aime pas, puis ses enfants, je les aime pas, mais c'est parce que là, je les connais pas. Faut que je partage ma chambre avec ses 2 fils. C'est too much. Et il y avait pas tort. Il y avait Mhm. pas tort. Donc, une autre raison qui pourrait amener qu'un enfant s'éloigne, si j'ai un parent qui a des méthodes éducatives qui sont très rigides, un parent qui est extrêmement sévère, qui est peu à l'écoute de son enfant, qui est peu sensible, alors que l'autre parent a une approche qui est plus démocratique, ben ça se peut que l'enfant il voit une dichotomie puis qu'il fasse comme ben là, moi, d'un côté, je me sens entendu, puis de l'autre bord, je me sens pas entendu. Ben peut-être qu'effectivement, ça me donne pas envie d'être avec toi. Maintenant, est-ce que la solution, c'est je te vois plus? Ben là, il y a plein de choses qu'on peut faire Mhm. avant. Maintenant, dans une situation de violence, où est-ce qu'il y a eu de la violence conjugale, hein, on a longtemps pensé, je peux pas croire, mais que ben si la violence était faite pas à l'enfant, il n'y avait pas d'impact. Mais voyons donc, Mhm. on vient de parler de loyauté, on vient de parler à quel point, en fait, c'est important. Moi, je vois ma mère ou je vois mon père qui se fait malmener, qu'il y a plein de sortes de violences. J'ai peur, peut-être même pour la vie de mon parent, puis ça n'aurait pas d'impact sur moi. Mais voyons donc. Donc, aujourd'hui, on parle des enfants qui sont exposés à la violence conjugale, mais même que dans la littérature, ce qu'on voit, c'est que ce sont des co-victimes, en fait. Parce que ça a des impacts majeurs sur le C'est clair. développement d'un enfant. Absolument, absolument. Donc, il faut absolument arrêter de dire des choses comme ça. Maintenant, Est-ce qu'on dit encore ça? ben, je l'entends encore, Est-ce que malheureusement. c'est vrai? Ah oui, Mais hein? oui, ça tend à changer, là. Ça tend à changer, mais ça arrive effectivement qu'on va l'entendre. Hein. C'est quoi les impacts qu'il y a chez l'enfant? Tu sais, c'est comme, oui, oui, mais je veux dire, le simple fait que je t'explique que le parent, en fait, un des principaux donneurs de soins, qui vit une dynamique de contrôle coercitive, ça devrait être suffisant pour que qu'on adhère qu'il Oui. y a effectivement des impacts. Maintenant, dans une situation, puis là, c'est là où est-ce que je vais faire ça quand même court, mais c'est pas court. Donc, il est possible que on ait besoin d'en rediscuter ou quoi que ce soit, mais dans la violence conjugale, ou on va dire la violence familiale, il y a, il y a tout un spectre de violence. Mais celle-là, en fait, la violence situationnelle versus la violence de type, la violence coercitive, le contrôle coercitif.
C'est pas la même chose. Dans la violence situationnelle, et là, en aucun cas, je suis en train de dire qu'il y a une violence qui est pire que l'autre. OK? Parce que dans la violence situationnelle, il peut aussi arriver des gestes qui soient létaux. Là. OK? Genre, Mhm. on peut aussi en mourir. OK? Fait que je ne banalise pas et je ne minimise pas. Toutefois, ça nous permet d'orienter l'intervention d'une manière très différente. C'est pour ça que c'est important d'avoir un professionnel qui va bien déceler la dynamique de violence familiale, la dynamique familiale. Et ça prend plusieurs heures, Mhm. plusieurs semaines pour Rencontre, voir, oui. bien sûr, parce que Mhm. dans une situation de contrôle coercitif, l'auteur de violence, la personne autrice, là, en fait, là, je vais essayer de dénominer, là, Oui, en fait, parce que euh, la violence, ça peut être l'homme qui l'a subi, ça peut être la femme qui l'a subi. absolument. Donc, c'est pas la même. Tu sais, c'est ça. Je veux pas essayer de m'enfarger dans toutes les nuances parce qu'on pourrait faire un balado juste sur la violence, tu comprends? Ouais. Fait que je vais essayer de revenir après ça à l'aliénation, c'est vraiment mon objectif. Mais la personne autrice de violence, dans un type de contrôle coercitif, elle prend elle a du pouvoir, en fait, sur la victime. La victime a peur de la personne autrice. L- L'auteur, la personne autrice va adopter plusieurs formes de violence, violence sexuelle, violence technologique, violence verbale, violence psychologique. Parfois, il n'y a pas de violence physique. Parfois, oui, Mhm. parfois non. Et contrairement à ce qu'on pense, la violence physique, c'est elle qui arrive le plus rarement. Alors que la violence verbale, psychologique, technologique, c'est celle qui est la plus présente et qui est la plus banalisée. Hein? Mhm. Donc, il y a un rapport de force, un rapport de pouvoir, en fait, qui est installé entre les deux partenaires. Et c'est là où est-ce qu'on va se retrouver dans une emprise, où est-ce que la personne victime, même si elle aimerait bien ça, s'en aller, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Parce que ça, c'est un Mhm. autre mythe. Hein? Mais oui, mais là, le rien qu'à s'en aller, eh, boy. C'est de ne pas bien comprendre, en fait, que d'avoir ce genre de propos-là, parce que c'est beaucoup plus complexe. Hein? Souvent, c'est Comme, difficile de sortir. C'est une toile d'araignée, là, en fait. c'est ça, Là. j'allais dire. Je l'ai comme mimé, mais j'étais comme, il y a plein de ramifications, tu sais. Exact. Tu te libères d'un, mais t'es pogné avec toutes les autres. Faut comme, tu sais, Et c'est c'est pas là évident, où là. est-ce que, pendant l'union, la personne autrice avait l'emprise sur la victime. Mhm. Mais au moment de la séparation, la Il y a moins personne de pouvoir, autrice fait que... perd du pouvoir Mhm. et donc va utiliser d'autres stratagèmes dans le but de maintenir cette emprise-là. Et c'est là où est-ce qu'on va parler de violence post-séparation. Quand on parle de violence post-séparation, ça envoie qu'il y en avait avant. Avant. Mhm. C'est pour ça que on va péter un autre mythe. Ouais, mais là, ils sont séparés, il n'y en aura plus de violence. Bullshit! Et non. En fait, c'est là où est-ce que ça va dépendre. OK? Si effectivement, j'étais dans une situation où est-ce qu'il y a peut-être eu, en fait, de la violence situationnelle, peut-être qu'il y a eu de la violence qui a été déclenchée par la séparation, mais qu'on n'avait pas une dynamique de contrôle coercitif durant l'union, ça, il est possible que oui, la séparation amène la cessation de ces comportements-là. Mais si je suis dans une dynamique de contrôle coercitif, habituellement, ce qu'on va observer, c'est qu'il va y avoir un maintien effectivement de comportements violents, mais que la cible va être différente. Pas la cible, parce que Les l'objectif, c'est quand même stratégies, puis exact, c'est les c'est ça. stratégies. Donc, par exemple, instrumentalisation des Des- professionnels. Hein, je vais essayer de créer des Mhm. alliances avec les professionnels ou Absolument. je vais refuser que mon enfant ait des services. Je vais refuser, en fait, l'accès à certaines affaires que mon enfant puisse avoir. Puis ça va amener d'autres conséquences. Instrumentalisation du système de justice. Hein, maintenant, la violence judiciaire, elle est reconnue.
hein, mais que j'empêche, je fournis pas mes documents, fait que ça fait en sorte que la pension alimentaire, elle se paye pas, c'est compliqué, donc je me représente toute seule, puis ça fait en sorte que je peux témoigner, puis je peux venir, en fait, adresser mes questions à ma victime. Bref, il y a des stratégies, en fait, comme ça et ou utiliser les enfants. On Mmh. va passer par les enfants dans le but, justement, d'atteindre l'autre parent. La distinction avec une situation d'aliénation, c'est que le parent au comportement aliénant, son objectif, c'est d'extraire l'autre parent. Il est convaincu que ce parent-là n'est pas utile dans la vie de l'enfant, hein, qu'il peut très bien se débrouiller sans ce parent-là. Il a vraiment l'impression, même quasiment des fois, de le protéger. Mmh. Alors que le parent, auteur de violence, son objectif, c'est de maintenir son emprise, c'est de maintenir du pouvoir, c'est de rabaisser la victime, c'est de la maintenir dans une absence de contrôle. C'est pas de l'extraire de la patente. Et le parent auteur de violence va venir alléguer que l'autre parent fait de l'aliénation parentale. Mmh. Alors que C'est le fréquent, parent, hein? bien Ça sûr, arrive vraiment souvent. et c'est dans ces contextes-là où est-ce que le parent victime, il n'est pas en train d'avoir des comportements aliénants, il est en train de vouloir protéger son enfant. Mmh. Mais là, ça aussi, ça va amener plein d'autres distinctions puis plein d'autres nuances. Parce que, encore là, dépendamment de la dynamique, parce que chaque situation est unique et il ne faut pas amalgamer rien. C'est pour ça que les groupes de soutien, les forums, les ressources sur Internet, tout ça, c'est génial, mais il faut faire attention de ne pas généraliser. Il faut faire attention d'être bien accompagné pour être en mesure d'orienter adéquatement la, euh, la- l'intervention qui va être faite. Mais si on prend, par exemple, une situation où est-ce que le parent victime, ah, puis des fois, le parent victime, là, tu sais, son discours est très différent souvent, en fait, par rapport à un parent qui est vraiment dans l'aliénation pure et dure, là. Parce que mon parent victime de violence, souvent, ce qu'on va entendre, c'est pas il veut pas que les enfants voient plus l'auteur. Il veut que l'auteur arrête les comportements. Mmh. Il veut que les enfants soient bien avec la per l'autre parent. Il va même des fois être en mesure de reconnaître des forces à cet autre parent-là, malgré tout ce qu'il a vécu. Mais Mmh. son but, c'est que ça arrête. Pas qu'il soit extrait de la patente. Et ce même des fois où est-ce que là, ce parent-là, victime-là, il faut qu'on lui dise, là, je comprends, là, qu'effectivement, que cette autre personne-là, quand il n'est pas dans ses comportements violents, il peut avoir des forces. Mais là, il faut que tout le monde soit en sécurité. Mmh. Hein? On va mettre tout le monde en sécurité. Puis après, le parent auteur va faire le travail qu'il a à faire. Puis après ça, on verra si on peut effectivement replacer les enfants en contact avec ce parent-là. Mais ça amène aussi une autre problématique que nous avons parfois, c'est que le parent victime souvent se retrouve à être celui-là qui a donc bien plus de travail à faire que l'autre. Mmh. Alors que la personne autrice, là, son chemin, là, il est parsemé d'embûches potentielles parce qu'une personne qui vit avec des comportements violents, changer, c'est long. C'est tout un processus. Il faut que je reconnaisse, premièrement, ma dynamique. Il faut que j'accepte les conséquences. Puis des fois, les conséquences, c'est que je ne verrai pas mon enfant parce que j'ai fait du mal à l'autre, à son Mmh. parent, puis il en a peur. Mais ce qu'on observe des fois, c'est que les enfants vont des fois vouloir rester avec le parent auteur de violence parce qu'ils en ont peur. Mmh. Pas parce qu'ils sont aliénés. Ça marche pas. Le parent aliéné, souvent, il va avoir les enfants avec lui. Alors que dans le contexte, l'enfant va vouloir aller l'autre bord. Fait que bref, il faut vraiment faire attention dans ces nuances-là.
Mais c'est pour ça aussi que c'est extrêmement controversé, le concept d'aliénation parentale, parce que mal évalué, on peut se leurrer dans les interventions puis dans les recommandations qui vont être faites à la famille et ça peut avoir des impacts Mmh. dommageables. C'est clair. Waouh! Il y a C'est-tu clair ce que je dis? C'est clair, puis en même temps, je trouve que ça met la lumière sur à quel point c'est complexe, à quel point Ah, tu fais pas ça sur le coin d'un comptoir, à quel ben point non. ça demande du temps, ça demande une expertise. Mhm, mhm, Tu sais, c'est parce que moi, j'en ai accompagné des parents. Et ça fait plusieurs années que j'accompagne des parents. Je suis pas mhm, spécialisée en aliénation parentale ou en violence mhm, psychologique. mhm, Ça m'est arrivé de chercher des ressources, ça m'est arrivé puis tu sais, les mhm, liens sont différents. Parfois, ça va être, mhm. une rencontre ponctuelle, une fois de temps en temps, c'est difficile de garder le fil. Tu sais, quand tu Tu parlais peux pas. tantôt, ça Ben prend oui, plusieurs rencontres, faut avoir un temps ça d'observation, faut prend pouvoir tu sais, vraiment, un ça prend une évaluation qui est systémique. Parce que mmh si tu as juste un côté, il te c'est manque ça, une portion du puzzle. Tu ne peux pas faire une recommandation familiale si tu as vu uniquement une un personne, tu sais. des, un des parents, une des parties. Ça ne marche pas. Il te manque Puis l'info. il y en a beaucoup aussi qui quittent en cours de route, là. Tu sais, qui commencent, puis que Oui, là, oui, c'est ça qui est dur. quand il y a tu sais, de mener à terme un processus, je sais pas, Hein. toi, je serais intéressée de Mais non, savoir, oui, tu sais, toi, oui. il y en a est-ce que le taux de Ben, c'est pour ça que. réussite en Ben, c'est pour ça, en fait, que. Tu sais, si maintenant, je veux juste. Je vais répondre à ta question. Euh, Ça me prend une évaluation qui est systémique. Ça me prend une évaluation qui est dynamique. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas juste prendre une photo, comme une expertise, par exemple, ou une évaluation en mmh protection de la jeunesse. On vient prendre une photo. Puis là, je ne suis pas en train de dire que c'est pas correct. C'est une excellente nouvelle. Ça nous prend souvent une expertise psychosociale, en fait, dans ce genre de dossier-là, pour être en mesure d'avoir une lunette importante. Mais ça ne sera pas suffisant. Il va falloir que l'évaluation, elle continue. Parce que souvent, dans une dynamique de violence, OK, dans le fond, de type coercitive, l'auteur de violence, là, il a l'air droit. Il Mmh a l'air c'est ça. bien. Il y a des Il a l'air mécanismes qui, solide. il y a des mécanismes qui l'amènent effectivement à parfois venir leurrer les intervenants. Mmh Et la personne victime, surtout si elle est en trauma, est en post-trauma, elle a l'air confuse. Elle est tout Exact, c'est mêlée. ça. Elle se rappelle de plein d'affaires qui n'ont pas rapport, puis qu'il y a d'autres affaires que tu fais comme, mais, voyons, mais ça, c'est important, pourquoi tu ne m'as pas dit ça? Mais c'est parce que les traumatismes suivant une dynamique, surtout si en plus, on me laisse le spectre que je vais perdre mes enfants. Hey, Eh ça oui. devient difficile. Je suis en mode alerte, alerte dans le tapis. Là. Fait que bref, ça aussi, ça peut venir leurrer, en fait, justement. D'où l'importance d'avoir eu du feedback sur la relation avant la séparation. On ne peut pas l'occulter. Et d'avoir une évaluation aussi qui va être le plus rapidement possible, le plus rapide dans le temps, dans le sens que plus on intervient tôt, plus on a de chances de pouvoir, en fait, plus de réussite. Et là, ça m'amène à ta question, le taux de réussite. Je n'ai pas de statistiques. OK, dans le fond, je ne peux pas Mmh donner de statistiques, Ouais. mais là, on est en train de quand même avoir des données qui nous permettent de dire que ça prend beaucoup de choses pour être en mesure de mener à terme une intervention. Et une des clés, je vous dirais, en fait, c'est vraiment l'intervention psychojuridique. Il y a un juge. Ça nous prend le volet judiciaire. Dans une Mmh situation d'aliénation, dans une situation de violence, j'ai besoin d'avoir le système juridique dans le décor parce que c'est le tribunal, c'est le juge qui décide. L'intervenant est là pour venir appliquer des recommandations, pour venir effectivement mettre en place des choses, accompagner le côté clinique. Le tribunal, lui, il fait pas ça, là. Fait que le tribunal, tout seul, là, ben, il tourne en rond parce que une fois que j'ai rendu mon ordonnance, le quotidien continue, puis la dynamique, elle se travaille pas. Donc, la situation va pas s'améliorer nécessairement. Si j'ai juste du psychosocial tout seul, mais ça non plus, ça marchera pas parce que, justement, la personne autrice, dans un contexte de violence, ben, elle va probablement s'extraire du dossier éventuellement ou, dans mon contexte d'aliénation parentale, le parent aliénant va souvent avoir des propos du genre
Moi, j'ai pas de problème à ce que l'autre parent travaille sa relation. Ben oui, ben oui. Oui. Non, non, non. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Puis j'ai besoin de toi, pas que tu viennes faire du présentéisme. J'ai besoin de toi qui t'engage et qui Mhm. va t'engager dans un processus de changement, qui va reconnaître aussi sa part de responsabilité. Donc, c'est pour ça que des fois, j'ai besoin effectivement d'avoir un juge qui va venir faire des ordonnances extrêmement précises dans ce genre de dossier-là pour être en mesure d'aider la famille au mieux. Ouais, puis c'est que avant d'arriver au, tu sais, au système judiciaire, s'il y a un des deux parents qui veut pas s'impliquer d'une quelconque façon, tu sais, on peut pas travailler la dynamique ou le système familial, j'imagine. C'est un peu une question que je pose en même temps, là, Non, mais mais dans le fond, c'est que, tu sais, on essaie tout le temps. Dans le fond, tu sais, des fois, maintenant, j'ai beaucoup de parents, des fois, qui vont dire, ouais, mais là, moi, je veux pas aller en cours, je veux pas aller en cours. Et je comprends que tu veux pas aller en cours, mais des fois, la cour, elle est nécessaire. Mhm. Si tu fais que des menaces, ça, c'est une autre affaire, tu sais, parce que des fois, j'ai des clients qui me disent, ben là, Madame Girard, vous nous faites des menaces. Je fais pas des menaces. Je te confirme que si tu ne suis pas le plan de traitement, je vais arrêter de travailler avec toi. Fait que je te Mm. menace pas d'arrêter le suivi. Ce que je suis en train de te dire, c'est que j'ai besoin de que tu ailles ton avocat, j'ai besoin qu'il y ait un juge, j'ai besoin que tu viennes à 3 semaines parce que si tu fais pas ça, on peut pas travailler ensemble. C'est ça. Fait que voici c'est quoi les critères que j'ai besoin. Donc, si mettons qu'on prend un parent qui voudrait faire une démarche, mais on essaie toujours d'aller chercher la collaboration de son coparent, bien entendu. Donc, puis en même temps, dans ce temps-là, -là, tu es en train de démontrer ta bonne foi. Tu es en train de Ouais. démontrer que ton objectif, c'est vraiment d'aider et d'améliorer la dynamique. Parce que si je fais juste envoyer des mises en demeure, je comprends, mais qu'est-ce que tu as essayé aussi avant? Ben, il y a peut-être d'autres choses qu'on peut tenter. Donc, est-ce qu'effectivement, on a invité son coparent à la médiation? Est-ce qu'on a invité son coparent? Là, je ne suis plus dans la violence qui est coercitive. Là, je suis vraiment plus maintenant dans une dynamique encore. On va être plus dans tout ce qui est le spectre de l'aliénation parentale sans éléments de violence coercitive. OK? Donc, j'essaie de t'inviter en médiation, j'essaie de t'inviter à ce qu'on aille chercher de l'aide pour notre enfant. Mais là, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Ben, c'est là où est-ce qu'une année, j'ai peut-être besoin effectivement d'avoir une lettre d'avocat. Parce que là, les folles, puis moi, des fois, quand je travaille avec des parents, il n'y a pas de surprise. Là. Avisez-le déjà, votre coparent. Écoute, là, ça fait 3 fois que je te demande dans la médiation, tu ne veux pas y aller. Je t'ai proposé qu'on aille en coaching coparental, qu'on aille voir une intervenante pour notre famille parce que visiblement, ça ne va pas. Tu sais. Euh, Puis là, il se passe toujours rien. Fait qu'écoute, moi, de mon côté, je n'aurai d'autre choix, en fait, que de me tourner vers le côté juridique pour qu'il nous aide. Pas pour te Mhm. nuire, toi, mon coparent. Mon objectif, c'est qu'on travaille notre dynamique familiale. Puis des fois, Ouais. il y a des parents qui vont dire, mais moi, ça va bien chez nous. Si l'autre bord, ça va pas bien, c'est son problème. Hey, je suis désolée, là. Mais si l'école t'appelle demain matin puis qu'ils te disent Madame Lemieux, on a des problèmes avec votre fils à l'école, puis que vous dites ben moi à la maison, tout va bien, organisez-vous, je vous jure que vous allez être convoqué par la direction. Fait que ce qui se passe pour ton enfant, ça devrait t'intéresser. Puis si Ben oui. ça ne va pas bien chez ton coparent, ça devrait t'intéresser. Et tu devrais te tourner la lunette vers toi et te demander est-ce que je contribue d'une manière X, Y, Z? Parfois maladroitement, là, tu sais, je prends des parents des fois Mhm. qui ne sont pas du tout dans le spectre de l'aliénation, mais qu'on a une séparation houleuse. C'est tough. Le premier 2 ans d'une séparation, là, c'est pas pour rien qu'on parle d'une séparation qu'on va dire hautement conflictuelle. On parle du 2 ans. Parce qu'avant 2 ans, là, tu as ta première année de coups de couteau dans le dos que j'arrête pas de dire des fois que c'est toutes tes premières. C'est ton premier Noël, ta Mm. première Halloween. Bon Dieu, tu es tout en train de revivre ton deuil de séparation. C'est tough. La deuxième année, on est censé prendre notre année, tu sais, comme notre air d'aller, notre vitesse de croisière. Tu sais. Mais si ça continue à être tough, à être difficile, ça marche pas. Allez chercher de l'aide. Attendez pas. Mm. Là, des fois, tu vas dire aux parents, mais oui, là, mais je comprends là, qu'il est parti avec ta meilleure amie. Mais ça reste le père de tes enfants ou ça reste la mère de tes enfants. Ça ne devient pas une mauvaise personne ou un mauvais papa pour autant. Est-ce qu'il a fait un excellent choix de partenaire? Peut-être pas, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pour l'instant, un cœur, tu sais, je veux dire, il faut qu'on Ouais, c'est comme de faire départage, ouais, c'est ça, la qu'on séparation entre départage les besoins conjugaux des besoins parentaux.
C'est Mhm. là où est-ce que là, des fois, les parents font comme: «Ah mais mon Dieu, c'est pas ça que je voulais!» Mais je le sais que c'est pas ça que tu voulais, tu avais de la peine. Ah Tu ouais. étais dans la colère. Puis là, après ça, on se redresse, puis là, on s'excuse aux enfants, on est désolé, puis après ça, on continue, puis on fait de la réparation relationnelle, puis on continue d'avancer. Dans une situation d'aliénation, ben, c'est pas ça qui arrive, là. Là, à ce Mhm. moment-là, le parent, lui, réparer, ça l'intéresse même pas. Mais non. On n'est pas dans ça, là, en fait, là. Il reconnaît souvent pas, là, tout ça, tu sais, comme il veut pas réparer, mais parce que il reconnaît souvent pas la réalité non plus ou sa part de responsabilité, ouais. Mais non, absolument, il pense que c'est tout l'autre, là, en fait, là, tu sais, dans le fond, qui Mhm. va être vraiment comme, victime de ça. Je sais pas si as-tu envie que je donne des pistes, mettons, sur des comportements que les parents peuvent avoir qui favorisent le conflit de Oui, loyauté? Puis à quoi ça peut absolument. ressembler un enfant qui vit un conflit de Mhm. séparation qui vit un conflit de loyauté, sans être dans l'aliénation versus quand on a un enfant qui est plus dans l'aliénation? Aimerais-tu ça? Oui, nous sommes toutes oui. D'accord. Je vais te parler, mettons, de l'enfant dans une situation où est-ce qu'il n'est pas dans une dynamique d'aliénation parentale, OK? Dans le fond, où est-ce que puis là, ben, comme je disais tantôt, c'est un spectre. Fait que c'est pas parce que actuellement il y a pas ces comportements-là qu'ils ne vont pas se développer. Parce qu'on se le rappelle, le conflit de loyauté, plus il devient souffrant, plus l'enfant risque de se cliver. OK? Mhm. Donc, plus l'enfant risque de vouloir prendre un côté ou de l'autre. OK? Euh, donc, un enfant qui est dans une situation où est-ce qu'on n'est pas là, dans on n'est pas dans une situation où est-ce que l'aliénation est avancée, mais qu'on est dans mettons, deux parents là, qui ont des comportements aliénants, qui ont des comportements qui favorisent le conflit de loyauté. Donc, c'est un enfant qui va être extrêmement souffrant. Souvent, c'est un enfant, tu sais, qui va, tu sais, qui va souvent dire aussi justement qu'il ne sait pas qui choisir, il ne sait pas qui croire. Des fois, il va nous le nommer aussi qu'il est fatigué, il est tanné, il ne veut plus être le messager, il veut que ses parents arrêtent de parler l'un contre l'autre. Il va parler encore en bien des deux parents. Il va être capable, des fois aussi, de pouvoir dire. Tu sais, autant du négatif que du positif dans ces deux maisonnées. Il va pouvoir aussi, des fois, exprimer qu'il ne veut pas choisir. Qu'il veut pas. Moi, je ne veux pas choisir. Je me rappelle un jeune homme qui me dit je veux pas choisir mon école. Si je choisis mon école, je choisis mon parent. Fait que Mhm. l'autre parent, il va le savoir. Fait que non, je veux pas. Donc, Hem, ça va arriver, on va observer ça. Donc il y a encore de la nuance, hein, dans le fond, de l'ambivalence, mais on la sent que cette ambivalence-là est extrêmement souffrante. Dans une situation où est-ce qu'on est plus dans l'aliénation avancée, voire pratiquement complétée, l'enfant est persuadé que de ne pas voir son autre parent, c'est une bonne chose. Quand on lui offre des possibilités de réparation, lui non plus, il les veut pas ben ben. Mhm. On rumine souvent des mêmes histoires. Hein, il est arrivé quelque chose qui effectivement n'était pas acceptable ou qui était difficile. Puis c'est tout le temps comme on ramène tout le temps la même histoire, puis on se construit que c'est cristallisé. Cet enfant-là reconnaît rien de bon de son autre parent. Hein, le parent qui est rejeté, il est tout mauvais, alors que son autre parent est tout parfait. Alors que ça n'existe pas, ça, des parents parfaits. Puis ça Mhm. n'existe pas des parents tout bons. Mais surtout, ça n'existe pas non plus des enfants qui sont orgueilleux de même. Un enfant, là, hein, mettez-vous tu sais, dans une situation familiale où est-ce que vous chicanez vos enfants. Une fois que la chicane est finie, là, puis qu'il est sorti de sa chambre, là, il t'aime encore. Ben On oui. s'en va faire du ski pareil, puis on va faire nos affaires Mhm. pareil. Dans une situation d'AP, il est complètement clivé. Il est comme, ce parent-là est tout mauvais. On ramène des souvenirs, l'enfant les nie ou les déforme, les amène en fait à être tout le temps dans le négatif. Puis ça va même s'étendre à la famille élargie. Donc, c'est pas juste, mettons, papa que j'aime plus. C'est aussi ma Mhm. grand-mère, c'est aussi le chien, c'est même des fois jusqu'à les activités. Il tripait sur le golf, mais là, le golf, c'est vraiment là, j'aime plus ça non plus. Fait que c'est tout le monde de cet autre parent-là qui est complètement coupé. Et
hem, c'est pour ça que l'intervention est souvent, difficile aussi parce qu'elle est très contre-intuitive, mais ça ressemble beaucoup à de la désensibilisation progressive, mais c'est que on va devoir remettre en contact avec cet enfant ce parent-là et cet enfant-là ensemble. De façon accompagnée, bien entendu, là, mais des fois de façon progressive. En tout cas, bref, il y a plein de façons là, puis je ne veux pas nécessairement rentrer là parce que c'est pas coupe au couteau puis ça dépend de plusieurs facteurs, mais il va falloir qu'on se remette en contact, même si on n'a peut-être pas envie. Même si l'enfant Mhm. nous dit qu'il n'a pas envie, il faut qu'on se rappelle que c'est un symptôme de quelque chose de plus grand que lui. Il Ouais. faut faire la grande distinction entre le désir d'un enfant et son besoin. Hein? Si mon Mhm. enfant me dit Maman, je veux pas aller à l'école le matin parce que ça ne me tente pas, ben, je t'entends, mon bel amour, mais tu vas y aller pareil. Ben ouais. Tu sais, Ça doit être c'est plus difficile quand les enfants sont rendus ados, par exemple. Tu sais, tu sais, exactement. on peut pas les forcer à être Exactement. en relation. Là, on a moins de. Exact. Exact, mais de ce temps-là, j'aime bien ramener l'autorité parentale. Hein? Dans le fond, je me rappelle Mhm. un juge, j'ai adoré ce qu'il avait dit à des parents, mais les deux parents avaient comme repris leur alliance parentale, ils avaient recommencé à travailler ensemble, puis c'est l'adolescente, une année, qui a comme dit ben moi, je veux un avocat. Puis le juge a dit moi, je vois pas pourquoi que j'accepterais une demande que les deux parents sont d'accord, en fait. Ce sont les parents qui sont en autorité parentale. Puis Mm. ils s'entendent là-dessus. Le juge va venir mettre son doigt, va venir mettre son grain de sel là-dedans si on a effectivement des parents qui ne s'entendent pas. Hein, dans le fond, ou s'il y a compromission. Mais c'est là actuellement, c'était pas dans ce cas-là. Les deux parents étaient d'accord que Hey, mon homme, tu as besoin de ça. Puis c'est ça qu'on va aller de l'avant. Au même titre que si. Mais c'est vrai que c'est complexe avec les ados parce que des fois, l'autorité parentale ne suffit pas. Et dans une Mhm. situation justement d'aliénation, ben, le parent aliénant, là, au comportement aliénant, là, il a tellement envoyé le message à son enfant qu'il était la huitième merveille du monde, qu'il pouvait tout décider. Il lui a complètement donné tout son pouvoir d'autorité parentale et ça vient même parfois faire en sorte que l'enfant, adolescent, face à son parent qui a des comportements aliénants, c'est lui qui devient maintenant aussi, en fait, qui est en autorité sur lui. Le parent Mm. aliénant, des fois, il devient même à avoir lui-même, après ça, des difficultés à être en mesure de mettre sa propre autorité en place parce qu'il a tout donné. Puis ça, ben, ça C'est fonctionne pas. intéressant, ça. C'est pas sain pour un enfant, en fait. Tu sais. C'est clair. Justement, les enfants qui vivent ça, comment ils manifestent? Tu sais, j'imagine ils doivent avoir beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. Tu sais, comme comment ça se Absolument. manifeste chez les. Bien, c'est très variable, là, en fait, en fonction des enfants. Mais tu sais, souvent, quand il va y avoir la rupture de relation, on va observer un apaisement des symptômes observables et c'est un grand danger parce que souvent Mhm. les gens vont dire ben gardez, depuis qu'il voit pas sa mère, ça va donc bien bien, ses notes ont remonté, ça va donc, tu sais. Alors que non, un instant, ça veut pas dire que ça va bien, ça veut dire qu'on a mis le couvercle sur une marmite qui bouille. Fait Mhm. qu'une matinée, ça va repopper plus tard. Si les gens ont envie d'aller voir sur mon balado, je pourrais te les envoyer, en fait, Eve-Marie, mais j'avais Oui. reçu, en fait, justement, des témoignages j'ai fait une entrevue avec avec des jeunes filles rendues adultes qui ont connu, justement, en fait, l'aliénation parentale avec le carrefour aliénation parentale qui est maintenant le carrefour lien parent-enfant. Mais ça peut être vraiment intéressant pour les entendre s'exprimer justement sur à quel point ça a eu des répercussions dans leur vie encore aujourd'hui, mais que ça vient avoir des impacts parfois majeurs justement sur leur Mhm. développement. Absolument. Ça amène beaucoup de confusion, de doute dans la vie Ben en oui, général, de flou par absolument. rapport à eux-mêmes, puis par Mais rapport à oui, toute la vie. Là, tout est remis en mais ça question amène beaucoup parce de que détresse psychologique, ça c'est peut clair. amener des idéations suicidaires, ça peut amener des difficultés dans le maintien des emplois, ça peut amener des difficultés dans les relations amoureuses parce que c'est ça, c'est tout ce que euh, je veux dire, j'ai été manipulée, j'ai été utilisée à des Mhm. fins. Fait que c'est sûr que ça a des impacts. Maintenant, les comportements qu'on a peut-être pour les parents, qu'est-ce qu'on peut observer? En fait, des comportements qui vont favoriser le conflit de loyauté, en fait, c'est, par exemple, de parler en mal de son autre parent. Puis des fois, j'ai Ouais. des clients qui vont me dire, mais moi, Cynthia, je dis rien en mal de mon ex. Mhm. Par contre, tout ce que son ex fait puis dit, ça passe dans le tordeur. Exemple, ah, moi, le monde qui font du camping, maudit que je trouve ça insignifiant.
OK. Puis là, l'enfant, il est comme, attends un Mmh. petit peu. Moi, ma mère en fait du camping, ça veut dire qu'elle est insignifiante. Puis moi, j'en fais du camping, ça veut dire que je suis insignifiant. Ça, c'est un commentaire. Hein? Ouais. L'enfant, il revient. Ben voyons, t'as encore les cheveux sales. T'as pas lavé tes cheveux. Qu'est-ce que tu en train d'envoyer comme message? Qu'est-ce que tu en train de dire? Fait que des fois, tu n'as pas besoin de dire que papa, c'est un ci puis que maman, c'est une ça. Tu as besoin de le respirer. Tu as besoin de Mmh. le ressentir. Des fois, les parents vont dire inquiète-toi pas, Cynthia, ça paraît pas. Mais je suis désolée, mais je doute parfois parce que ta haine, elle transparaît dans mon bureau alors que tu es en distance techniquement. Tu as pris du recul. Là. Alors que quand il arrive de sa fin de semaine puis que tu es confronté on point, tu me dis que tu es capable de tout, que ça paraisse pas. Je sais pas. Puis souvent, nos enfants, ben, ils nous aiment, ils nous connaissent vraiment bien, fait qu'ils le savent. Puis moi, les petits minous, des fois, ils me le disent dans mon bureau. Cynthia, c'est pas vrai qu'est-ce que je dis à maman. Mais comme ça, elle arrête de me poser des questions sur papa. Ou, c'est pas vrai, Cynthia, qu'est-ce que je dis à papa, mais comme ça, il reste avec moi longtemps dans mon lit à me border. Hein? Si, Oh. comme parent, ce que mon enfant a dit, quand il parle de positif de son autre parent, ça ne t'intéresse pas, tu passes à d'autres appels, tu t'en vas, mais que quand tu te mets à me parler de tout ce qui est négatif, ah ben là, par exemple, ben, je t'entretiens. Ah ben là, par exemple, ben, je reste avec toi. Mais qu'est-ce que l'enfant comprend? Ben, c'est que quand je Mmh. parle en négatif, ben, j'ai de l'attention de mon parent, fait que je vais. Puis notre enfant, il a soif de connexion. Ben oui, Alors, c'est ça qu'il va aller chercher. C'est pas conscient. C'est pas c'est conscient que ça. l'enfant va le faire, tu sais. Mais ça, Ouais, puis c'est c'est une. subtil, fait que je suis contente que tu en Oui. parles parce que j'imagine que, tu sais, tous les parents séparés à un moment ou à un autre peuvent Exact. Ben avoir eu oui. un Même comportement, en tu sais, couple, Marie. après mais c'est ça. Même en couple. Même en couple. Ben là, voyons donc. Écoute, moi, la première, des fois, ça m'arrive. Ben voyons donc que ton père n'a pas fait tes devoirs. Comment ça qu'il n'a pas fait ses devoirs? Puis là, je suis comme, ah, t'as peu. C'est pas grave, là, on va se reprendre. Là. Puis, tu sais, comme, tu sais, C'est ça. Tout c'est se ça, cette reprend, fameuse tu sais, c'est alliance. ça. C'est juste de mettre comme de la Oui, conscience là-dedans, de voir, tu sais, puis absolument. est-ce que c'est une dynamique qui est récurrente ou est-ce qu'il y a eu des C'est ça. situations, C'est puis ça. comment on agit Exact. là-dessus, là? Oui, exactement. D'autres comportements en rafale, là, mettons, parce que je vois Ouais. que le temps file, mais que ça peut être faire tout le temps des interruptions dans le temps parental de l'autre. OK? Mmh. Si je suis tout le temps en train d'appeler mon enfant, je suis tout le temps en train de lui demander comment il va, qu'est-ce qu'il fait, il est-tu correct? Bien, ça sème du doute. Hein? Si tu as un problème, appelle-moi. Hein, d'essayer que l'enfant, de ne pas le référer à son autre parent. Tu n'es pas avec moi, tu es avec ton père. Demande à ton père. J'ai confiance en papa. Euh, Puis là, ben, ça se peut que l'intervention que papa il fait ou que maman a fait, ce soit pas ce que toi aurais fait. Mmh. Mais c'est là où est-ce que tu as un petit peu, il faut que je respecte le style de coparentage de mon coparent, à moins que ce soit absolument dangereux pour sa sécurité, bien entendu. Mais ça se peut Ouais. qu'effectivement, ce ne soit pas ce que moi j'aurais fait, mais est-ce que c'est dommageable? Pas nécessairement. Des fois, la réponse, c'est oui, mais des fois, la réponse, c'est pas ça. Fait que, il faut que je sois capable de tempérer, puis d'amener mon enfant à être capable d'être nuancé, de se critiquer, qu'il puisse se référer. Ça peut être aussi que tout ce qui appartient à l'autre parent n'a pas le droit d'exister chez soi. Mmh. Hein? Je comprends que tu n'as pas le goût d'avoir ta photo là, de Disney à 4 là, dans ta cuisine, mais ton enfant, lui, il peut très bien l'avoir dans sa chambre. Hein? On ne va pas couper une photo. Là. J'ai le droit d'avoir encore Mmh. cette photo-là parce que la famille, elle n'est pas arrêtée. C'est le couple Ouais. conjugal qui est arrêté. Fait que mon enfant, il a encore besoin que je lui parle de quand on était amoureux, de quand on s'aimait, de que tu as été conçu dans l'amour, tu as été désiré potentiellement. Fait que ça, c'est important pour l'histoire, en fait, développementale de l'enfant. Heu, Sinon, ben, ce que l'enfant comprend, c'est que si je peux rien amener de chez ma mère, chez mon père, mais écoute ça veut dire que ma mère a un problème. Fait que c'est ça, une Mmh. année qui finit par être aliénant, justement. C'est quoi que je sais pas qu'est-ce qui est bon, tu sais? Les choses qu'on achète pour nos enfants. Ça, c'est moi qui te l'ai acheté. Non, non, non. On a acheté. On a acheté. L'enfant n'a pas besoin de savoir que tu l'as payé 80 puis que l'autre l'a payé 20. OK? Au Ouais. même titre que c'est pas grave si nos enfants ne sont pas avec nous le même nombre de temps également. Ça, c'est fiscal. OK? Le temps parental. Là. Que ton enfant Ouais. soit un petit peu plus avec toi, un petit peu plus avec l'autre, c'est pas grave. Ce que l'enfant n'aime pas et ce qui le fait souffrir, c'est que quand maman est en retard, papa, il change de face. Puis ça fait de la tension. C'est ça qu'il n'aime pas. Mais que
que je sois un petit peu plus avec un, un petit peu moins que l'autre, c'est pas ça qui est nécessairement dommageable. Hein, puis c'est pour ça aussi que c'est pas la, c'est pas la séparation qui est le facteur de risque le plus grand à les problématiques d'adaptation chez un enfant. C'est Mhm. la manière dont on vit la séparation et qu'on s'adapte à cette nouvelle configuration. C'est la coparentalité, la manière dont on est dans cette coparentalité-là, c'est le plus grand facteur de risque associé aux problématiques, justement, chez un enfant. Comment les transitions de vie se font, en fait, Mhm. justement. Hein? C'est plus ça qu'on va observer. Donne un exemple, un autre avec le temps parental. Mon enfant qui, mettons que ah, c'est plate, en fin de semaine, tu n'es pas avec nous, on allait à la ronde. Ah. Mais ben là, moi, je veux y aller. Ben moi, si ta mère, elle veut, ça me dérange pas. Fait que là, l'enfant, il fait quoi? Il appelle sa mère. Hey, je peux-tu y aller? Mais non, je t'ai pas vu encore. Tu sais, nous, on avait des affaires de prévues. Tu sais, tatati, tatata. Là, il raccroche, il est fru, il va voir son autre parent. Mais t'avais raison, elle veut pas. Ben, c'est Ouais. ça. Elle est comme ça, ta mère, tu sais. Hey, non, ça marche pas. Si tu veux qu'il y ait une modification du temps parental, il n'y en a pas de problème. Ça, c'est bien correct. Mais je vais en parler avec mon coparent avant. Puis après ça, on va le soumettre à l'enfant. Hein, c'est ça, en fait. Sinon, c'est là où est-ce que l'enfant est coincé entre les deux. Il a envie d'être avec Mhm. son parent, mais il a aussi envie d'être à l'autre patente. Tu sais. Fait que toi, quand tu fais de l'intrusion comme ça peut devenir justement un comportement aliénant. Il y en a plein d'autres, là. En fait, prendre des décisions unilatérales. euh, Par exemple, j'ai décidé que je t'avais inscrit au sport-études, puis là, l'enfant l'apprend à son autre parent. Là, l'enfant est tout croche parce que là, il est comme là, mon parent, il est fâché, mais là, moi, je suis contente parce que je vais aller à mon sport-études. Mais ça a été une Mhm. stratégie, peut-être, des fois, en fait, d'un des deux, ça marche pas. Hey, on a passé une belle fin de semaine avec Caroline, mais on n'est pas obligé d'en parler avec ta mère de Caroline. Demander à un enfant de garder un secret, ça fonctionne pas. Si tu veux pas que Caroline soit connue de ton ex-partenaire, présente pas Caroline à Mhm. tes enfants. On va attendre, hein, dans le fond. Fait que c'est comme. Des fois, les parents ils vont dire: ouais, mais c'est ma vie privée. Oui, il n'y a pas de problème, mais ta vie privée, tout ce qui a un impact direct ou indirect sur ton enfant, ton coparent devrait être avisé. Parce Mhm. que ça va lui permettre de pouvoir faire des interventions beaucoup plus adaptées auprès de Ben son oui, enfant. Donc, absolument. il y a plusieurs comportements, là, justement, comme ça. Puis ça ne veut pas dire qu'on est nécessairement dans l'aliénation parentale, tu sais, encore Mhm. là, mais ce sont des comportements qui vont favoriser le conflit de loyauté puis qui peut amener l'enfant à être dans une grande souffrance. Ouais. Merci beaucoup, Cynthia. Je pense qu'il va falloir que je te réinvite. Ça me fera plaisir. Euh, On pourra jaser de ce que tu veux. ouais, puis je vais aller écouter tes épisodes de podcast, puis ça me donnera peut-être des idées de sujets à aborder de manière plus spécifique, là. Bien sûr, Merci bien beaucoup sûr. de Ça ta m'a vraiment fait générosité. plaisir. Donc, à la prochaine. Merci. Bye bye.